Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite le sommaire. Le journal de Mickey dévoile son classement des personnalités préférées des 7-14 ans. Et encore une fois, c'est le chanteur soprano qui remporte la première place. On décrypte ce classement dans quelques minutes avec notre invité. Sensibiliser aux dons d'organes, c'est le projet de la course du cœur. On en parle dans la seconde partie de cette émission. Dans sa chronique Vue à l'étranger, Guillaume Ouattara vous embarque pour un petit tour du monde des infos de l'éducation. Mais avant cela, on le retrouve pour faire un point sur l'actualité. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On commence ce journal avec l'interview ce matin sur France Inter de la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, qui est revenue sur les fausses alertes à la bombe. Ouais, des dizaines et des dizaines de fausses alertes à la bombe qui égrènent les établissements scolaires depuis hier et qui se poursuivent aujourd'hui. Au micro de France Inter, elle est revenue sur les origines de ces fausses alertes. Nous avons mis en place d'abord la mise en sécurité des personnes et des élèves, des personnels et des élèves. Alors il y a des levées de doute, c'est pour cela que certains établissements ont commencé leur cours un peu plus tard que prévu. Ensuite, nous avons suspendu les messageries de l'espace numérique de travail, puisque pour vos auditeurs, en fait, ce qui pose problème, ce sont ces espaces numériques de travail dont certains comptes, ceux que les élèves et leurs parents peuvent consulter, sur lesquels il y a leurs notes, sur lesquels il y a les échanges avec les professeurs. Certains comptes ont été piratés. Les enquêtes se poursuivent. La ministre de l'Éducation nationale, qui connaît bien le portefeuille de la justice, a rappelé que les auteurs et les autrices éventuelles de ces faits encourent de lourdes peines de prison. Et malgré les actions annoncées par la ministre, les alertes à la bombe se poursuivent dans toute la France. Oui, 3 établissements dans les Hautes-Alpes de Provence, d'après BFM d'ici. Une dizaine d'établissements évacués également dans le Vaucluse et menacés. Dans l'académie de Strasbourg, qui est particulièrement touchée, on a pris une décision radicale, celle de suspendre la messagerie sur ces fameux espaces numériques de travail dont parlait la ministre. Un nouveau protocole est désormais en place dans la région. Des fois, le France Bleu, un protocole en 3 étapes. D'abord, l'évacuation du collège ou du lycée concerné. Les élèves qui y sont autorisés peuvent rentrer chez eux. Ensuite, un appel au 17 et puis l'information auprès de la direction académique. Autre sujet, Guillaume, abordé par la ministre de l'Éducation, le choc des savoirs et notamment la mise en place des groupes de besoins. Et oui, on ne dit plus groupe de niveau désormais. Eh bien oui, et la ministre assure que malgré les craintes des syndicats et leur mobilisation, ces réformes seront maintenues et il ne s'agit pas, selon elle, de faire du tri social. Je réponds qu'il n'y a pas de tri d'élèves. Justement, c'est ce que nous n'avons pas voulu. Si vous voulez, c'est très simple. Ce que nous disons, c'est on veut améliorer les résultats de nos élèves en français et en maths, qui sont les 2 apprentissages fondamentaux. Pour cela, comment faire mieux que de travailler en groupe pour permettre une acquisition plus ciblée des compétences qui sont exigées. Donc, ce que nous proposons, c'est qu'en 6e, en 5e, en maths et en français, nous prenions les élèves en groupe. Mais que ces groupes ne soient pas des groupes qui soient figés toute l'année. C'est-à-dire où il y aurait les plus aisés qui soient toujours dans le même groupe, les moins bons qui soient toujours dans le même groupe. Au contraire, nous donnons des temps pour brasser les groupes en cours d'année. Dernier sujet abordé par la ministre, cette fois-ci, elle parle du niveau des élèves, du niveau scolaire des élèves, et il y a des signes d'optimisme pour elle. Oui, elle avance même que les années Macron, preuve à l'appui, auraient fait du bien au niveau des élèves. Je vous propose là aussi d'écouter la ministre. Mais si vous voulez, on s'aperçoit que, vous savez que depuis 2017, on a mis en place des dédoublements, notamment en REP et en REP+, des dédoublements de classes en CP, CE1 et maintenant grande section. Et on s'aperçoit que ces élèves qui sont rentrés donc en 2017 dans les petites classes et qui ont été évalués en 6e ont des compétences, ont des acquis qui sont plus solides que ne l'étaient leurs prédécesseurs qui, eux, avaient été évalués en 2017, par exemple. Dans le reste de l'actualité, un couac à Puteaux où l'expérimentation pour l'uniforme scolaire ne se passe pas vraiment comme prévu. Et pourtant, tous les auspices et tous les signaux étaient ouverts pour cette expérimentation. Puteaux fait partie des premières villes à expérimenter pour ces différents établissements scolaires l'uniforme. Uniforme qui a été récupéré ce samedi par les élèves et par leurs parents, et c'est donc hier que ces élèves ont pu se rendre à l'école avec leur uniforme. Voilà par exemple ce que rapporte Le Parisien, une élève qui s'appelle Manon et qui dit: comme ça n'est pas obligatoire, ma mère ne voulait pas que je mette l'uniforme ce matin, mais j'ai choisi de le porter parce que je me sentais un peu obligée vis-à-vis de l'école et des autres élèves. Une certaine forme de pression. Mais ça n'est pas tant l'uniforme et le fait de la porter qui fait débat, mais c'est plutôt la provenance de ces uniformes distribués à Puteaux, puisque il y avait 2 exigences pour la mairie. D'abord, une exigence décorative
responsabilités qui, semble-t-il, est respectée avec des uniformes conçus sans gaspillage d'eau et d'énergie. Mais le deuxième critère, c'était celui d'un critère du produit en Europe. Et là, eh bien, c'est un peu la douche froide puisque l'on a vu des étiquettes Made in Pakistan et Made in Bangladesh, voire pas d'étiquette du tout, comme c'est le cas pour les blouses des jeunes. Et voilà comment s'explique Vincent Franchi, premier adjoint au maire de Puteaux. Ce n'est pas du tout ce qui était prévu. S'il n'était pas légal d'imposer une provenance aux prestataires, mais seulement des normes, la société désignée par appel d'offres s'était engagée sur une production européenne. Et cette société a donc été convoquée cet après-midi pour rendre des comptes à la mairie. On termine avec ces révélations de nos confrères de Marianne. Après avoir étayé plusieurs rapports de jury du concours des professeurs des écoles, eh bien, le magazine met en avant de graves lacunes des aspirants du métier, notamment du côté de la culture générale. Oui, on le sait, le niveau baisse pour les enseignants et les moyennes sont de plus en plus basses pour être recrutés, notamment au CRPE, le concours de recrutement des professeurs des écoles. Alors il y a des lacunes en orthographe et en grammaire et en mathématiques, mais plus inquiétant, ce sont les références culturelles qui font un petit peu peur. Par exemple, il y avait dans le dernier concours un extrait de roman de Clara Dupont-Moreau qui parlait du handicap des enfants et de ses implications normatives. Eh bien, le jury de l'Académie de Lille déplore que les références qui ont été utilisées pour analyser cet extrait sont notamment des références de la culture populaire, des films grand public et des dessins animés de Disney, au détriment de la richesse de la culture littéraire et patrimoniale. Voilà ce que dit également le jury du CRPE de Clermont-Ferrand. Presque tous les correcteurs ont remarqué avec inquiétude la présence importante d'exemples pris dans des dessins animés, des productions Marvel ou des séries Netflix. C'est la même chose du côté de l'Académie de Normandie. On attend des futurs enseignants qu'ils ne confondent pas les œuvres littéraires avec leur adaptation par la maison Disney, Le Bossu de Notre-Dame de Victor Hugo, qu'ils dépassent les références aux séries télévisées, Glee par exemple, aux youtubeurs ou la Souvenir d'enfance, La Reine des Neiges, pour diversifier leurs propositions et appréhender également les récits avec toute la distance critique nécessaire. Donc au-delà du niveau, c'est la question des références culturelles qui fait débat dans ces concours. Merci Guillaume. Soprano, personnalité préférée des Français de 7 à 14 ans selon le classement établi par le journal de Mickey. Pas une première pour le chanteur. Alors qu'est-ce que les résultats du classement nous apprennent sur la perception des enfants? On en parle avec sa rédactrice en chef. Je suis ravie d'inviter sur ce plateau Edith Rieubon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la rédactrice en chef du journal de Mickey. Tout le monde connaît le journal de Mickey. Attends, Mickey, il a 90 ans ce journal, on va en parler après, mais il établit surtout chaque année le classement des personnalités préférées des 7-14 ans. Tout le monde se bat pour y être. On va décrypter ensemble ce classement, Edith. Alors, résultat. Déjà, si on prend juste l'année dernière, en 2023, c'était un raz-de-marée total côté bleu, puisqu'il y avait 3 footballeurs qui se hissaient en haut du podium, avec Olivier Giroud en 1, avec Hugo Lloris en 2 et Kylian Mbappé en 3. Cette année, il ne reste plus que 1 dans le top 3, c'est Griezmann. Est-ce que vous pensez que c'est dû effectivement à sa proximité vis-à-vis des jeunes, à son investissement notamment autour du handicap et du harcèlement ? Alors ça c'est possible. En tout cas l'année dernière ça s'expliquait parce qu'on était post-Coupe du Monde. Donc effectivement il y a eu un raz-de-marée de footballeurs. Et puis cette année, il y a quand même 6 personnalités du ballon rond qui sont dans le top, donc ils sont toujours très très présents. Ouais. Quant à Grisou, il est très proche des enfants. C'est un super joueur en bleu, meilleur joueur cette année du championnat espagnol, meilleur buteur de l'Atlético Madrid. Et puis effectivement, il s'investit auprès des jeunes et des enfants. Et je pense que ça, c'est des choses qui comptent. Les enfants aiment bien cette proximité, cet engagement. Comment a-t-il réagi lorsqu'il a appris qu'il était numéro 2 ? Eh bien, écoutez, je ne sais pas encore. Vous ne savez pas encore ? Vous l'avez pas encore eu au téléphone ? Mais quel scandale ! Je ne l'ai pas eu au téléphone, mais s'il m'entend, qu'il m'appelle. En tout cas, l'équipe de France reste toujours numéro 1 dans le cœur des enfants. Oui, très fort. C'est ce qu'on voit là dans ce sondage. Dans les personnalités qui émergent, il y a les footballeurs, et puis beaucoup de chanteurs et de chanteuses. Puisque cette année, c'est Soprano qui est numéro 1. C'est la 5e fois depuis 2017 qu'il est numéro 1 dans ce sondage. Mais oui, c'est fou. Comment on peut expliquer ça ? Est-ce que vous pensez que c'est l'effet de The Voice ? Alors, il y a The Voice...
Concernant Soprano, il y a plein de choses. Pareil, c'est quelqu'un qui est ultra positif, qui est très très proche de ses fans. En 2023, il a fait un énorme tour, une énorme tournée qui s'est achevée à Marseille. Il a fait un énorme show au Stade de France. Et comme il est très proche aussi de ses fans, il y a eu un film, un documentaire, mais qui est accessible gratuitement sur YouTube. Et ça compte. Et puis, ça fait quand même très longtemps qu'on le voit partout. On le voit à la télé, dans The Voice Kids. On le voit sur les réseaux. On le voit un petit peu partout. Et l'enseignement aussi de ce sondage, de plus en plus, ça c'est une tendance qui s'accélère, c'est que pour faire partie de ce top, c'est-à-dire d'être connu des plus jeunes, des plus âgés, des filles et des garçons, il faut être partout. À la télé, sur les réseaux et depuis longtemps. Oui, ce sont effectivement des artistes ou des sportifs qui postent beaucoup, qui sont très très proches de leur public, qui donnent beaucoup d'eux en permanence. Et puis qui sont solaires, ils sont très positifs. Griezmann, Soprano. On n'a pas parlé du troisième. Le troisième, c'est Thomas Pesquet. Alors, Thomas Pesquet, il est particulièrement apprécié des garçons et des collégiens. Évidemment, il est très inspirant. Et lui aussi, il est sur Instagram. Il a plus de 2,5 millions de followers. Cette année, il a sorti 2 livres, dont un qui s'adressait particulièrement à la jeunesse. On regarde tous les photos qu'il a postées depuis l'USS, qu'il a prises, enfin, en tout cas depuis l'USS, et qui continue de poster. Là, il s'entraîne pour partir sur la Lune. Ces trois-là, le top 3, ils sont positif, solaire, inspirant. Et puis là, ce qui m'a amusé cette année, c'était les trois, ce sont vraiment des chasseurs d'étoiles dans tous les sens du terme. Pas mal, c'est joli. Ce classement est intéressant aussi sur le point de vue filles-garçons. Est-ce que vous avez des éléments à ce sujet, du vote des filles et du vote des garçons? Alors voilà, pour rentrer dans ce sondage, il faut être apprécié de tous, des plus jeunes, des moins jeunes, des filles et des garçons. Concernant les filles et les garçons, finalement, les garçons, ils vont aimer, sans trop de surprise, le foot, le sport. Les filles, elles vont être plus du côté des chanteurs. Et il y a 2 personnalités qui sont vraiment en commun dans le top 10, c'est Griezmann et Soprano. Alors, est-ce que, bon, c'est vrai qu'on peut dire que c'est quelque chose d'assez classique, mais enfin, ça peut être vécu comme un cliché aussi de se dire que les filles s'intéressent à la fois aux chanteurs et les garçons au foot. Peut-être que Thomas Pesquet, qui, donc, on le dit, arrive en 3e position, c'est pas aussi quelqu'un qui est porteur sur toutes les filières, justement, qui intéressent tout le monde, aussi bien filles que garçons. Ça, c'est certain. Sinon, il serait pas 3e de ce sondage. Alors, c'est peut-être cliché, mais c'est un petit peu ce qui ressort là dans le top 10 des filles et le top 10 des garçons. Il faut savoir comment on fait ce sondage. Donc on le fait avec l'Institut Ipsos et on pose 2 questions. On le fait exactement comme le sondage des personnalités préférées des Français. Mais, sauf que là on pose 2 questions parce qu'on s'adresse aux 7-14 ans. La première question c'est: est-ce que vous connaissez cette personne? On leur propose une liste de 86 personnalités. Parce que vous leur suggérez une liste, c'est pas eux qui vont en fait noter des noms. Ce serait très difficile comme ça si moi je vous demandais quelle est votre personnalité préférée comme ça à brûle pour point, ce serait difficile. Donc on propose une liste très large, très vaste, de 86 noms qui ont fait l'actualité et qu'on a beaucoup vu au cours de l'année. Et puis on leur demande donc: est-ce que vous connaissez cette personne, oui ou non? De là sort le taux de notoriété et ensuite attribuer une note d'appréciation à cette personne. Et dans le sondage, ne sortent que les personnalités qui ont au moins 50% de taux de notoriété, c'est-à-dire qui sont connues d'au moins la moitié des 7-14 ans. Et c'est pour ça que je dis, pour rentrer dans le top, vraiment, aujourd'hui, de plus en plus, c'est très difficile d'être connu des plus jeunes et des moins jeunes. Là, il y a une vraie fracture qui se crée, puisque ça fait 20 ans qu'on fait ce sondage, et au tout début, il y avait une 50aine de noms qui sortaient. L'année dernière, il y en avait 34. Cette année, il n'y en a plus que 27. Donc, c'est quelque chose qu'on voit. Il y a de moins en moins de dénominateurs communs, en tout cas, entre les 7 et les 14 ans. Et c'est quelque chose qu'on sait tous, en fait. C'est-à-dire que quand on est en primaire, on va regarder la télé avec ses parents. Donc là, on voit, il y a un effet The Voice, il y a Cyril Lignac qui est dans le top, il y a 2 chefs. Oui, donc la télévision, effectivement, elle peut s'affronter avec Nikos aussi, qui a remonté vraiment de 10 places, pareil, et qui avait déjà une place très prépondérante dans ce classement. Donc ça veut dire qu'encore les médias traditionnels, finalement, marchent toujours. Sur les plus jeunes. Et hop, dès qu'on arrive aux collégiens, les 11-14, alors là, c'est un classement très différent. Très très différent. Eux, ils ont mis en numéro 1 la bande à Fifi.
Vous voyez, Philippe Lachaud, voilà. Notamment avec le succès de LOL. Voilà, bien par sûr. exemple. Mais qui ne sont pas dans le sondage parce qu'ils ne sont pas connus de tous. Donc c'est ça qui est différent, c'est-à-dire que dès qu'on arrive au collège, c'est chacun son écran, chacun regarde ce qu'il veut, à l'heure où il veut, quand il veut, et creuse son propre sillon. Tandis qu'en primaire, on va encore regarder la télé avec les parents. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on n'arrive pas à avoir une cinquantaine de noms qui sont connus d'une grande majorité de 7-14 ans. Ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est évidemment de décrypter ce vote, ce classement des 7-14 ans au travers, je disais, des choix filles-garçons. On parlait de Thomas Pesquet et j'en reviens à cette idée où tout le monde, enfin beaucoup pensent que les filles s'éloignent des filières scientifiques. On le voit, il y a eu un désamour pour les filières scientifiques à l'école. Or, quand on voit le succès, l'engouement pour Thomas Pesquet, on peut largement en douter aujourd'hui. Espérons en tout cas que ça suscite des vocations. Que ça suscite des vocations. Bon, on a une astronaute aussi, française, qui dans quelques années, j'espère, aura exactement le même taux de notoriété que Thomas Pesquet et suscitera elle aussi des vocations auprès des filles. Mais en tout cas, ça c'est certainement quelque chose qu'il faut relayer le plus possible. Les filles, faites des maths, faites des sciences, vous pouvez le faire. Alors on parle des filles justement. Une fille dans le top 10 seulement, c'est Angèle. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi cette sous-représentation ? Pourquoi on ne vote que pour des hommes ? Alors ça, c'est une grande question, mais c'est le reflet en fait de ce qui se passe. Et je pense qu'aussi c'est le reflet de l'exposition des filles sur les réseaux ou à la télé, certainement. Effectivement, il n'y a que 5 filles dans ce sondage. 5 sur 27 et une dans le top 10. Voilà, une dans le top 10. Bon. Première bonne nouvelle, les 5 filles qui sont dans le sondage sont toutes en progression. D'accord. En termes de notes, excellentes notes, elles sont toutes en progression. Ça, okay. C'est quand même une bonne nouvelle. Deuxième chose, j'ai comparé aussi avec le sondage chez les parents, chez les Français. Et sur 50 noms, il y a 17 femmes. C'est pas beaucoup non plus. Je pense qu'il y a un vrai reflet, certainement, de l'exposition des femmes dans les médias. Difficile de mettre une femme en haut, en tête d'affiche d'un classement. Alors, pas pour moi, certainement pour les jeunes, pour les 7-14 ans, pour les votants. Peut-être pour les votants. Ce qu'on voit aussi, c'est que du côté des garçons, dans leur choix, il n'y a que des hommes. Du côté des filles, il y a des hommes et des femmes. D'accord, donc il y a peut-être une éducation à faire là-dessus. Il y a quelque chose à faire. En tout, il y a 15 chanteurs et chanteuses qui figurent dans le classement. Vianney gagne 15 places, il me semble, cette année, et intègre le top 10, tandis que Mika est le nouvel entrant de 2024. Est-ce que c'est un classement aussi qui est dominé majoritairement par la musique ? Beaucoup, 15 chanteurs, c'est énorme. Je pense qu'il y a un vrai effet The Voice, avec Mika qui est le seul entrant, Vianney qui était juré, qui a remonté d'énormément de places. Bon, ça c'est plutôt sympathique. La musique prend beaucoup de place dans la vie des jeunes. C'est pas étonnant non plus. Mais si on continue de parler culture, on voit qu'en revanche, pour le cinéma, un seul qui représente le cinéma, c'est Omar Sy. Oui. Donc le grand écran serait un peu délaissé par les jeunes au profit des réseaux sociaux ? C'est ce que je pense aussi, c'est qu'effectivement, à partir d'un certain âge, on regarde sa série de son côté, YouTube de son côté, et donc il n'y a plus cet effet dénominateur commun qui existe encore dans la musique et qui a l'air de moins se reproduire au cinéma. J'extrapole peut-être un peu, en tout cas sur ce sondage-là, qui est le reflet à un instant T d'une appréciation. Aujourd'hui, effectivement, c'est Omar Sy qui rassemble un peu tous les suffrages côté cinéma. Alors, qui rassemble les suffrages sur tous les plans, et cela depuis combien de temps ? Depuis 20 ans à peu près, c'est ça ? C'est Mimi Mati et Zidane. Mais oui. Et Zidane, attention, place quand même numéro 5. Mais oui, il fait une remontée spectaculaire. Une remontada, s'il vous plaît. C'est ça, ouais. Une remontada spectaculaire. Alors, moi, j'ai du mal à me l'expliquer, si ce n'est que peut-être on en parle beaucoup en famille, peut-être que c'est un appel du pied de la part de toute une génération pour dire à Zidane, reviens entraîner un club en France. Moi, ça me semble extraordinaire
que Zidane soit à ce point-là présent dans le cœur des enfants. Mais c'est certainement une personnalité dont les parents parlent, je sais pas, autour de la table. Bon, en tout cas, il se préoccupe aussi beaucoup de l'avenir des jeunes et puis aussi du sport intégré dans la société, socialiser les jeunes, les réseaux, les clubs de foot qu'il a monté aussi à côté, en petit comité, enfin en petit module. Est-ce que c'est ça aussi qui fait que Zidane reste parmi les personnalités préférées des enfants? Certainement. En tout cas, ça paye, hein, puisqu'il est toujours là. Quant à Mimi Mati, c'est notre ange gardien préféré. Et ça fait effectivement 20 ans qu'elle est, comme Zidane, dans ce top des personnalités préférées des 7-14 ans. Que des sympathiques, hein, on le voit. Enfin, je ne dis pas que je les connais tous personnellement, mais enfin quand même, on voit quand même des gens plutôt très positifs. Beaucoup de gens de télévision, hein, je vois Philippe Etchebest en numéro 22 aussi. On parlait de Cyril Lignac, bien sûr. Nikos, donc, qui est toujours là aussi. Aya Nakamura, qui est là aussi, dont on parle, peut-être grâce au JO. Alors, on a fait le sondage, c'était deuxième semaine de février. Je ne sais pas s'il y avait eu encore la polémique sur Aya. En tout cas, du côté des enfants, c'est joué, ils l'aiment. Clairement. Ce sondage, vous nous avez dit, hein, il a été réalisé donc auprès d'enfants. Combien d'enfants ont participé à ce sondage et combien donc de personnalités proposées? Voilà. Donc c'est un sondage réalisé à Journal de Mickey avec Ipsos. On a pris un institut de sondage auprès de 400 enfants représentatifs des 7-14 ans. On leur propose une liste de 86 personnalités qui ont fait l'actualité durant l'année précédente. Pourquoi 86 et pas 90? Peu importe. C'est un choix. C'est un choix. Mais enfin, donc, disons que cette année, c'était 86 personnalités qui ont fait cette actualité-là. Okay. Et ensuite, on leur demande, première question, est-ce que vous connaissez cette personne? Et donnez-nous une note d'appréciation. D'accord. Comment on y rentre clairement dans ce top 10 ou du moins dans ce top 27? Parce que vous le disiez, une année, ils ont été beaucoup plus nombreux, 50, une année, c'est complètement variable. Pour certaines personnalités qui pourraient se battre pour faire partie de ce classement Journal de Mickey, qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est aller davantage sur les réseaux sociaux pour pouvoir peut-être plaire? Moi, ce que je constate, ce sont des personnalités qui sont là depuis longtemps, qu'on voit depuis longtemps dans le paysage et qui sont effectivement surtout à la télé, mais aussi à la télé pour parler aux plus jeunes et aussi aux parents, et puis sur les réseaux pour parler cette fois-ci aux collégiens. Et en tout cas, ceux qui sont parfaitement appréciés, effectivement, sont aussi des personnalités, ce qu'on disait tout à l'heure, qui sont très solaires, positives et qui s'intéressent à la jeunesse, ou en tout cas qui sont engagés. Vous pensez que les parents ont une influence réelle sur le vote des enfants? Sur les plus jeunes, c'est possible. Quand je vois Zidane, le cas de Zidane, je me dis certainement là, il y a un lien fort entre les parents et les enfants. C'est possible. Le journal de Mickey fête ses 90 ans cette année, mais qu'est-ce qui fait le succès de ce plus ancien titre jeunesse encore en activité? Mais écoutez, c'est un journal qui est né effectivement le 21 octobre 1934. Et aujourd'hui, c'est en France, c'est le journal qui s'adresse à la jeunesse. C'est le seul journal qui s'adresse à la jeunesse qui soit toujours en activité. Enfin, c'est le plus ancien. C'est le plus ancien qui soit toujours en activité. Ce qui fait son succès, c'est on se renouvelle. Chaque journal de Mickey s'adresse à une génération. C'est aussi un journal intergénérationnel. Il y a beaucoup de grands-parents qui l'ont lu, qui aujourd'hui vont le faire lire à leurs petits-enfants. Et si on regarde le tout premier journal de Mickey, peu de gens savent en fait que c'est une création française. C'est pas du tout une création américaine. Ça a été créé en France, pas en français. Et si on était fan de Mickey et qui s'est dit ça va plaire à toute la génération. Alors, si vous voulez connaître l'histoire, en fait, c'était Paul Vinclair, qui était un homme de presse. Et lui, en fait, allait chercher aux États-Unis de la BD américaine qui revendait dans les quotidiens français. Donc, par exemple, les BD Disney à l'époque paraissaient dans Le Petit Parisien, qui était un journal pour les adultes, mais le dimanche, il y avait des pages comme ça un peu récréatives. Et donc, comme c'était un homme de presse, il s'est dit, mais là, j'ai un matériel magnifique pour faire un journal qui s'adresse à tous, et en particulier aux enfants. Donc, il est allé voir Walt Disney, il a obtenu l'autorisation, et il a créé en France le journal de Mickey, ce qui n'existe pas aux États-Unis. Donc, au départ, effectivement... Alors, il n'y avait pas que de la BD, c'était un homme de presse. Donc, lui, il voulait faire un journal, vraiment un vrai journal. Donc, il y avait à peu près tout ce
tout l'ADN qu'on retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire de la BD, mais aussi des interviews. Dans le premier numéro, il y a une petite interview d'Hélène Boucher, une aviatrice. Donc des infos autour du monde, des infos un peu insolites autour du monde, des jeux, des concours. Il y avait des concours fous à l'époque. Et de la BD Disney et non Disney. Et 90 ans plus tard, on va dire que c'est un petit peu la même recette. Oui, c'est ça, c'est l'ADN qui continue. C'est l'ADN qui continue. On le voit après, effectivement, les BD qu'on a retrouvés dès le départ, on retrouve les personnages fétiches, Mickey, Donald, Co. On voit, par exemple, là, le petit côté magazine découverte, le vrai ou faux des lapins. Voilà, le 31 mars, c'est Pâques, la fête où tu reçois des lapins en chocolat. C'est une façon aussi de pouvoir apprendre de manière intelligente plein de choses qu'on découvre, redécouvre. Et notamment, on parlait de Thomas Pesquet, bien sûr, sur toute l'idée des sciences et de la découverte autour de l'écologie. Alors, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que un journal papier, comme par exemple le journal de Mickey, c'est un journal généraliste. C'est-à-dire qu'il y a de la BD. Avec la BD, c'est un très bon pied à l'étrier pour la lecture. C'est-à-dire que là, on est sûr que les enfants vont lire. Il y a des BD d'une page, des BD pour les tout jeunes lecteurs, des BD de 2 pages, des BD de 10 pages pour les lecteurs. Voilà. Donc, l'enfant lit et prend plaisir. Il se rend compte qu'on peut prendre plaisir à la lecture. Et ensuite, comme c'est un généraliste, il y a de l'actualité. Il y a des papiers découvertes. On va s'intéresser au sport, aux capacités du cerveau, plein de choses, voilà. Aux révélations sur la préhistoire. Voilà, vrai-faux sur les lapins, voilà. Et puis il y a aussi des activités avec les Castors Juniors, je crois que vous... Évidemment, bien sûr, Castor Junior. Voilà, des activités qu'on peut faire seul ou en famille. Donc là, dans ce numéro, évidemment, c'est le 1er avril, donc c'est plutôt des farces. Mais sinon, toutes les semaines, il y a beaucoup d'activités nature. On va apprendre à reconnaître les signes de passage d'un écureuil dans la nature ou à faire un gîte pour sauver les abeilles. On va apprendre des recettes de cuisine, des cours de dessin. Il y a des jeux, évidemment, et beaucoup d'interactions. En fait, il y a des tests qu'on peut faire avec ses parents. L'idée, c'est de proposer en 60 pages une petite parenthèse et surtout de faire lire et prendre plaisir à la lecture. Et c'est comme ça qu'on apprend des choses comme ça, l'air de rien, sans y prendre garde. Voilà. Est-ce qu'il y a des ateliers Journal de Mickey dans Paris ou dans d'autres villes de manière à pouvoir... C'est une bonne idée. Voilà, il faudrait peut-être y penser, effectivement, pour faire exprimer les petits artistes qui sont là et en herbe, qui lisent le journal de Mickey de manière hebdomadaire. Je retiens, ce serait une bonne idée. Bon, après, on est au présent festival de la BD Angoulême, où là, on donne des cours de dessin. La semaine de la presse à l'école, on fait un webinaire avec le Clémy. On explique un peu les secrets, comment on fait un journal, les secrets de fabrication d'un journal. Mais moi, je pense que peu importe, je pense qu'il est urgent aujourd'hui de dire aux parents, vous savez pas comment décrocher vos enfants des écrans, c'est un peu l'enjeu. Un journal, peu importe lequel, on a une presse pour la jeunesse il y a une diversité énorme. Emmenez votre enfant dans un kiosque, laissez-le choisir et donnez-leur un journal en papier dans les mains. C'est plaisir de la lecture, ça fait pas mal aux yeux, c'est recommandé avant de s'endormir et on apprend des choses, c'est merveilleux. Voilà, on décrypte les nuages, par exemple, avec Castor Junior. Il faut sauver la forêt du Costa Rica. Voilà, sur le journal de Mickey. Le sondage exclusif, vous allez retrouver toutes les informations sur vos personnalités préférées. Et c'est un journal aussi à lire avec les parents, parce qu'il y a plein de choses qu'on décrypte, notamment sur la préhistoire, j'en parlais, ou sur les lapins. Donc c'est aussi un lieu d'échange avec nos enfants. Merci beaucoup, Édith Rieux-Bon, d'avoir été avec nous pour nous parler du journal de Mickey, dont vous êtes la rédactrice en chef. Merci mille fois. Merci. On va marquer une courte pause et on se retrouve.
De retour dans le Grand JT d'éducation, je suis ravie d'accueillir Béatrice Barré. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes membre de l'équipe sensibilisation de la course du cœur qui a eu lieu du 20 au 24 mars. Vous êtes vous-même greffé du foie. Durant la course, vous allez dans les écoles, c'est ça? C'est bien ça. Pour pouvoir parler aux enfants du don d'organes. C'est vrai que les enfants sont-ils suffisamment sensibilisés au don d'organes, aux greffes? Ce sont le meilleur public puisque les enfants réagissent très spontanément. Ils n'ont pas de questions taboues, ils posent toutes les questions sur la mort. À la limite, ils comprennent très bien ce que c'est le don d'organes, puisqu'on est souvent accompagné d'une troupe de théâtre. Ça s'appelle les Tutti Quanti, et de deux clowns qui ont adapté des spectacles pour les enfants et pour aussi les adultes, bien sûr, puisque c'est fait pour tout le public, mais spécifiquement pour les enfants, qui expliquent la greffe, pour que comme ça, ils comprennent matériellement le fonctionnement de la greffe. Quelles sont les premières questions des enfants sur la greffe? Alors souvent, on leur demande s'ils ont compris l'histoire. Oui. Et très simplement, avec leurs mots, ils disent qu'ils ont, oui, ils ont compris l'histoire. Et dans les faits, ils ont vraiment compris l'histoire. Ils savent ce que c'est que le don d'organes, puisqu'on se fait part du spectacle, dans le spectacle d'un enfant qui est malade ou d'une personne qui est malade. Il a les poumons malades, parce que le spectacle parle de la tuberculose. Et dans ce spectacle, en fait, à la fin, il meurt. Il y a un décès suite à une chute sur un âne. Et du coup, il faut remplacer les poumons. Et le médecin qui essaye de soigner le personnage, en fait, sa femme est atteinte de tuberculose. Donc, c'est elle qui a besoin d'une greffe, pardon. Et du coup, leur servante a un ami qui fait une chute d'âne, justement. Et du coup, le médecin, dans la scène, prélève l'organe, les poumons de l'ami de la gouvernante, et en fait les transplante sur la femme du médecin, et comme ça elle est sauvée. Donc les enfants, effectivement, dans le spectacle, ils comprennent tout à fait ce que c'est le don d'organes. Ils comprennent que le Pierrot est décédé, celui qui fait sa chute, et que la femme du médecin est sauvée grâce au don d'organes. Alors tout un spectacle autour de la machine qui répare les poumons, en fait, et qui transplante les poumons, en fait. L'importance de nos organes, effectivement, il y a plusieurs paramètres. Il y a à la fois, effectivement, ce paramètre du duo qui se forme, voire même du trio, entre le greffé et celui qui fait ce don de greffe et le médecin. Et puis il y a cette dimension aussi, effectivement, vous parliez de cette personne qui meurt dans le spectacle. Il y a aussi des greffes, des dons d'organes qui se font de notre vivant. Tout à fait. Alors le don d'organes du vivant, c'est principalement le rein. Et c'est dans le cercle proche familial, souvent c'est parents-enfants ou mère-enfant, ou frères-sœurs, mais ça peut être aussi, depuis quelques années, le mari ou la femme qui donne l'organe, à condition bien sûr que ce soit compatible. Combien de personnes vivent en France avec une greffe, avec un organe greffé? Alors on doit être 50 000 à peu près, et chaque année il y a 5 000 greffes qui sont réalisées. Et malheureusement, il y a une liste d'attente de 27 000 personnes, en fait. Oui, 27 000 personnes qui attendent. Est-ce que la pandémie de Covid a eu justement des conséquences sur ce monde de la greffe? Alors, certainement au début. Maintenant, je pense que ça repart un peu, mais on est quand même en France, un pays où le taux de refus a augmenté depuis quelques années. Est-ce un lien avec le Covid? Je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a eu des études de fait là-dessus. En tout cas, peut-être de l'attente, effectivement, qui a été beaucoup plus longue, voilà, compte tenu de la situation. Voilà, certainement le Covid a déplacé déjà les prélèvements, parce que quand les personnes avec le Covid ne pouvaient pas prélever. Et en plus, notamment, des patients qui ont été pas mis sur la liste d'attente du fait du Covid. Alors, cette course du cœur dont on parle, qui a eu lieu donc, du 20 au 24 mars, c'est un relais unique de 800 km entre Paris et Bourg-Saint-Maurice, les Arcs. Ça représente combien de jours et de nuits ce relais? Parce que 800 km, ce n'est pas rien quand même. Alors, la course du cœur se déroule sur 4 jours, 4 nuits. Donc, ce sont des grandes entreprises nationales qui constituent des équipes. Alors, cette année, il y avait 16 équipes avec 14 coureurs. Et ils se relaient jour et nuit. En fait, pendant qu'il y a une équipe qui court, il y en a une autre qui se repose. Et ainsi de suite. Le lendemain, c'est une autre équipe qui court et une autre équipe qui se repose. Ces grandes entreprises, on va en citer quelques-unes. Il y a le groupe Dassault, il y a l'association sportive de la Banque de France, il y a les Amis du Cœur, il y a Total Énergie, par exemple. Et puis aussi des hôpitaux, comme l'hôpital Saint-Joseph ou encore d'autres, bien sûr, le CHU de Rouen ou d'autres.
Qu'est-ce qui est important pour eux dans cette idée de pouvoir participer à cette course du cœur? C'est soutenir la cause du don d'organes. Parce que souvent, ces équipes-là reviennent d'une année sur l'autre parce que la cause est importante et c'est une cause nationale. Et souvent, par rapport aussi au fait que dans leur famille ou dans leurs proches, ils connaissent des personnes greffées ou qui sont en attente. Parce que malheureusement, la greffe, ça concerne tout le monde. Voilà. Il y avait combien de coureurs cette année? Alors, il y avait 16 équipes de 14. À peu près 200, c'est ça? Je vous laisse faire le calcul. Oui, à peu près 200 personnes. D'accord, 200 coureurs. Et combien de greffés, vous avez les chiffres? Alors, il y a une équipe de coureurs parmi les équipes qui est elle-même transplantée. Enfin, c'est que des coureurs transplantés qui courent. D'accord. Donc, ils n'ont pas tout à fait l'intégralité du parcours, mais ils ont une bonne partie du parcours. Et ils courent comme les autres, en fait. Mais c'est adapté pour eux? Alors oui, ils font moins d'étapes. Oui. Mais ça reste quand même un défi sacrément sportif pour tous ces coureurs. Et c'est une façon, effectivement, au fur et à mesure du chemin parcouru. Je le disais, donc c'est Paris, Bourg-Saint-Maurice, Les Arcs. Donc je ne sais plus par où vous passez. Voilà, pardon. Vous passez par Lyon, l'Aube, la Côte d'Or, le Jura, la Haute-Savoie. C'est une façon, à chaque fois que vous passez dans un village ou dans un coin, de pouvoir aussi sensibiliser les Français à la cause. Tout à fait. Alors, tout le long du parcours, en fait, il y a une équipe, l'équipe de sensibilisation passe dans les écoles et, comme je vous ai dit au début, et en fait sensibilise les enfants aux dons d'organes par l'intermédiaire des témoignages de personnes greffées et des spectacles. Et notamment sur la course, comme les enfants ont fait des dessins dans le cas de la course et pour les 10 000 cœurs pour l'hôpital. En fait, ce sont des dessins qui sont faits par les enfants, qui sont tout au long de l'année, assurent un appui des maîtresses et des directrices d'école qui expliquent la démarche du don d'organes aux enfants et qui après font des dessins qui sont exposés dans les services pédiatriques des hôpitaux pour soutenir les enfants malades et en attente de greffe pour certains. Un besoin aussi réel de réseau et de contact entre les enfants, effectivement, oui. À la fois malades et non malades. Voilà, tout à fait. Du coup, ça les motive beaucoup pour faire les dessins. Et après, il y a la remise des cœurs dans le cadre de la course. Donc, ils les donnent aux coureurs, bien souvent. Et après, les coureurs nous les redonnent à la sensibilisation pour les transmettre aux hôpitaux. Cette course du cœur, créée il y a 30 ans, a été très soutenue par le professeur Cabrol. Tout à fait. On connaissait bien le professeur Cabrol qui intervenait beaucoup dans ce combat, dans cette lutte, si je puis dire, pour le don d'organes. Quels sont les ou le parrain cette année ? Alors le parrain, il y a un parrain par équipe souvent. D'accord. Donc cette année, il y avait, je me rappelle plus des noms, je suis désolée. Je vous pose une colle. Mais en tout cas, ce sont effectivement des personnes qui sont là, qui sont souvent... alors je vois des personnalités de tous horizons au départ. Caroline Russier, qui est actrice, qui est aussi qui est greffée du foie, qui est marraine de l'équipe Transform. Christine Bardel, qui est athlète également, spécialiste des courses de fond, qui a été greffée de moelle osseuse. On voit Solène Salmagne aussi, Miss Orléanais 2014, greffée du cœur. Tout ça, c'est important d'avoir des personnalités qui puissent encore vous dire, voilà, je suis là, comme vous d'ailleurs, je suis là, je vais bien grâce à ce don d'organes. Oui. Je peux vivre enfin, mais il faut juste pouvoir porter ce message. Tout à fait. En fait, c'est très important que ces parrains soient là, puisque en fait, ce sont eux, par leur intermédiaire aussi, que médiatiquement, c'est évoqué ce sujet de don d'organes et qu'on en parle. En fait, l'essentiel, c'est d'en parler autour de soi. Et eux sont aussi des témoins très importants. Oui, évidemment, très important, bien sûr. Vous parliez de ces cœurs que vous avez, que les enfants peuvent créer et se redonner à l'issue. Il y a aussi des poèmes, si je lis bien, et des dessins, effectivement, dont vous parliez. Oui. Tout ça, c'est des échanges qui sont proposés dans le cadre de toutes les écoles primaires, collèges et lycées. Alors, en amont de la course et plusieurs mois avant la course, en fait, il y a une équipe de sensibilisation qui fait du phoning, qui appelle les directeurs d'école. Et une fois que le parcours est connu et où le chemin va être tracé, en fait, on appelle les écoles et on leur demande s'ils sont intéressés dans le cadre de l'opération 10 000 cœurs pour mettre en place cette sensibilisation au cours de la course. Quelles sont les principales fausses idées que vous rencontrez lors de vos sensibilisations ? Alors, le principal motif, c'est en fait les personnes croient qu'ils sont trop vieux pour donner leurs organes si un jour ils devaient être amenés
à ce que leur famille prenne la décision ou qu'ils se positionnent. En fait, on peut donner jusqu'à 80, voire 90 ans ces organes, en fait. Après, tout dépend des organes qui vont être prélevés, parce qu'effectivement, et à qui ça ira. Parce qu'effectivement, on va pas, si on prélève un foie ou un cœur sur quelqu'un de 90 ans, on ne va pas le donner à un jeune de 20 ans. Par contre, il va être greffé probablement sur une personne qui a déjà 65, mais 5 ans. Mais le don et l'organe est en très bonne santé et de très bonne qualité, donc il permettra quand même à une personne de 60-65 ans de continuer sa vie, peut-être pour 20 ans. Donc pour toutes les personnes qui s'intéressent aujourd'hui, qui nous écoutent, nous regardent, s'ils ont envie de faire don de leur organe, et à qui ils peuvent s'adresser aujourd'hui? Alors il faut surtout en parler autour de soi, à ses proches, pour faire savoir qui sont donneurs potentiels, enfin qui sont d'accord pour qu'on, si une mort encéphalique arrivait, qui sont d'accord pour prélever leurs organes. Après, ils peuvent également choisir de donner tel ou tel organe et refuser tel ou tel autre. C'est un choix personnel. Après, s'ils font savoir autour d'eux, la personne peut faire valoir sa volonté en fait auprès de l'équipe médicale. Et après, en France, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un registre du refus. En fait, le registre du refus, c'est vraiment les personnes qui veulent absolument pas donner leurs organes. Après, c'est des raisons très personnelles et qui sont respectables. Et qui sont tout à fait respectables. Mm-hmm. Mais l'essentiel, c'est d'en avoir parlé autour de soi. Et ce registre du refus, c'est vraiment qu'en cas de les personnes qui ne veulent pas, en fait, qui s'opposent totalement. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Béatrice Barré, d'avoir été avec nous pour nous parler de la course du cœur qui a eu lieu ces derniers jours. Vous êtes membre de l'équipe sensibilisation de cette course du cœur. Merci beaucoup. Merci. On va marquer, non pas une courte pause, mais en revanche, une hola pour la chronique de Guillaume Ouattara. Guillaume, on va voyager avec vous comme toujours pour votre chronique puisque vous avez décidé de faire une petite revue de presse de ce qu'il se passe dans le monde éducatif à l'international, à commencer par le phénomène des fausses alertes à la bombe. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir, mais nous ne sommes pas seuls. Oui, nous ne sommes pas seuls dans cette galère puisque au niveau européen et même international, il y a des effets autour de ces fausses alertes à la bombe. Prenons la direction de Trani. C'est une belle ville située dans la région des Pouilles en Italie. Et bien là aussi, des messages menaçants ont été adressés aux écoles avec une décision qui est similaire à la décision prise en France dans ce genre de situation, la fermeture des écoles. Cette affaire Trani, elle est un peu particulière puisque l'alerte à la bombe n'a pas été envoyée par mail, comme on peut le voir nous dans nos établissements français, mais c'est un message qui a été déposé sur une valise, scotché sur une valise abandonnée dans une gare. Autant vous dire que la décision a été radicale, on a tout fermé, on a tout fouillé et on n'a rien trouvé. Aux États-Unis, dans le Kentucky, 4 écoles ont reçu la semaine dernière des menaces de bombes et ont été fermées. Un phénomène similaire à l'autre bout de la planète cette fois. On prend la direction de l'Australie dans l'école qui s'appelle la Guildford Grammar School. C'est une école prestigieuse de la ville de Guildford, je ne sais pas comment on prononce bien. Et bien là aussi, des menaces et des alertes à la bombe. Bref. Le phénomène que nous vivons en France est quand même caractérisé et caractéristique par son intensité. C'est vrai qu'on a de plus en plus d'alertes, de menaces, des dizaines et des dizaines chaque jour, mais il y en a d'autres en Europe à plus petite envergure. Un exemple aussi que je voulais vous montrer et vous citer, c'est aux États-Unis, dans le district scolaire William Floyd. C'est dans la zone sud de la ville de Brookhaven, à Long Island, dans l'État de New York. Il y a eu plusieurs menaces ces derniers jours. Et ils ont fait une communication que je vous propose de découvrir. Le district travaillera avec la police, toutes les entités chargées de l'application des lois et le système judiciaire pour que toute personne faisant des menaces de cette nature soit traduite en justice. Signaler une menace de bombe ou toute fausse alerte est un crime fédéral grave, passible de jusqu'à 5 ans de prison par infraction. Et ils ont même partagé, regardez, un visuel du FBI, une image du FBI avec un message clair. It's not a joke, ça n'est pas une blague. Think before you post. Pensez avant de poster. Oui, pensez avant de poster, effectivement. C'est le FBI qui communique depuis plusieurs années avec ce message-là. Oui, le but c'est de montrer un petit peu que tous les actes qu'on commet ont leur importance et ont des conséquences. Et pour ça, ils ont par exemple fait il y a quelques années, mais ça ressort, c'est pour ça que je vais vous la montrer, une publicité, un spot publicitaire qui a été diffusé sur les réseaux sociaux, à la télévision et qui met en avant, et je suis allé vérifier, c'est bien le cas, un étudiant qui avait été arrêté par le FBI en 2015 pour de fausses alertes à la bombe et qui témoigne à visage découvert face caméra. Et c'est inquiétant, regardez.
À cette époque, je ne réfléchissais pas vraiment. J'utilisais les réseaux sociaux pour me défouler. Si seulement j'avais réfléchi à la peur que ça suscitait chez les gens. Je n'ai pas voulu que ça arrive. Les gens ont cru que c'était une menace terroriste. J'ai été arrêté par le FBI. Et maintenant, je ne sais pas à quoi va ressembler mon futur. Je tape mon nom sur Internet presque tous les jours et je vois plein de choses. Ça ne s'efface pas. Réfléchissez avant de poster. Alors on continue, Guillaume, avec cette revue de presse de ce qui se passe dans le monde éducatif à l'international et des images qui font beaucoup parler. Ça se passe en Chine où visiblement les téléphones à l'école ne font pas du tout plaisir à l'administration. Oui, je vous propose de découvrir ces images en même temps qu'on les commente. La scène est relayée par le South China Morning Post. Ça se passe dans une école en Chine où une assemblée d'élèves est réunie et un membre de l'école en tenue militaire, vous le voyez, est en train de récupérer des téléphones portables. Donc vous le voyez, il y a les drapeaux, il y a les jeunes qui sont toutes et tous habillés. Et là, il prend des téléphones portables qui étaient dans un seau, qui sont présentés d'abord comme des téléphones confisqués, et il les tape. Il tape dessus. Et vous voyez, il y a une personne avec un micro qui est en train de lire les règles édictées au sein de l'école, interdiction d'utilisation des téléphones. Si nous trouvons des téléphones, nous les casserons et nous les jetterons dans l'eau. Voilà, on a compris ces images. Donc ça se passe en Chine, je vous l'ai dit, et ça fait extrêmement polémique. Pourquoi ? Eh bien parce que malgré le fait qu'il y ait des règles et qu'on soit dans une école avec un fonctionnement, vous le voyez, quasi militaire, ça choque. Ça choque dans le pays, à tel point que le principal a été obligé de clarifier un peu ce qui s'est passé. Non, ça n'était pas de vrais téléphones d'élèves, c'était en fait dit-il, des téléphones défectueux qui ont été utilisés pour effrayer les jeunes. Les parents étaient au courant de cette opération et c'était, selon eux, le meilleur moyen de faire passer le message non à l'utilisation de téléphones. Ça ne plaît pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Non, et encore moins en France. Terminons ce tour d'horizon de l'actualité à l'étranger avec une fuite des cerveaux qui inquiète l'Allemagne. Oui, c'est une dernière information. On fait un petit patchwork de l'actualité un peu dans le monde. Cette fois, donc en Allemagne, où il y a ce chiffre étonnant qui est révélé par le journal Die Welt et repris par le Courrier international. Un étudiant sur 7 envisage de quitter l'Allemagne pendant ou après ses études. Le problème de ce chiffre, alors c'est très bien de voyager, de découvrir le monde, eh bien c'est qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre dans de nombreux domaines, notamment des domaines clés. On a la même chose en France, l'IT, les énergies, l'ingénierie, bref, c'est des endroits où l'on va manquer de main-d'œuvre et de main-d'œuvre qualifiée. On dénombre actuellement en Allemagne, alors ça peut être un bon plan pour celles et ceux qui nous regardent, 1,8 million de postes vacants, notamment dans les secteurs clés, je le disais, de la tech et de la santé. Donc on fait tout pour, d'une part, retenir les Allemands qui ont envie de partir, et puis d'autre part, attirer d'autres talents dans le pays. Guten Morgen. C'était fort intéressant ce petit tour de l'actualité. Merci beaucoup Guillaume. On va retrouver Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier et cette semaine son invité est l'artiste corse La Petite Culotte. On arrive à l'école. Quel genre d'élève t'étais ? J'ai été le gros caractère déjà, t'as dit. Gros caractère, j'essayais de faire rire. J'arrivais plus ou moins à faire rire en jouant un peu avec les profs qui me permettaient, qui étaient plutôt sympas, etc. Il y avait une tolérance à la rigolade. Ouais, sur certains profs, on arrivait à rire, etc. Et après, il y a eu, pour les cours, il y a des fois où je me rappelle avoir été deuxième de ma classe, et il y a des fois où j'y allais carrément pas et j'avais des notes minables, parce que C'était à quel âge ça ? J'ai eu mon bac éco, bac ES, et c'est toute ma vie ça a été ça. J'ai pas ni sauté ni redoublé de classe. Oui, donc tu t'en sortais bien quand même. Mais oui, c'était un peu en dents de scie. Quand je travaillais, j'avais des bonnes notes. Tu travaillais quand même de manière cyclique. Ouais. Donc les profs ne comprenaient pas, quoi. Pourquoi ? Parce que je pouvais avoir 18 un semestre et le semestre d'après 4. Ça montre juste que quand tu avais envie, c'était possible et par moment, non, quoi. C'est ça. Mais se dire que tu serais pas donné tu pourrais pas dire, en regardant ta scolarité, dire j'ai été un bon élève ou pas, en fait, finalement. Non, dans l'ensemble, je pouvais être bon élève. Tu t'en sortais, quoi, en fait. Si je voulais, je pouvais l'être. Et en général, j'étais trop happé par ce qui se passait autour dans la vie. C'était quoi ce qui se passait autour dans la vie ? La musique, déjà ? La musique, énormément. Et vivre des expériences humaines.
Chose que finalement on t'apprend pas si... et c'est ça aussi, c'est pas que... C'était quoi les expériences humaines? C'était partir en voyage, c'était apprendre à... Comment à 16 ans j'allais avoir le courage de me produire plus avec 3 personnes avec moi mais tout seul par exemple. Moi je sais qu'un des grands pas dans ma vie ça a été le jour où les gens qui étaient avec moi qui chantaient habituellement n'ont pas pu être là et je suis allé jouer seul avec j'avais un espèce de gros tambour de batterie et je sais que ça a été dur pour moi. Comment faire pour que les gens ils aiment et ils participent à mes petits concerts parce que je jouais dans les bars depuis que j'ai 15-16 ans, je suis dans des petits bars à jouer et c'était ça. Et du coup les professeurs ils savaient quand tu avais 15-16 ans, donc tu es lycée, fin de collège, ça posait pas de problème, c'était pas un statut particulier, t'étais pas un peu... Ça peut être qui tout double. Les profs, il y en a qui peuvent un peu plus t'apprécier, te chouchouter et d'autres qui peuvent un peu plus te mettre à l'écart. Tu sentais ça ou c'était complètement indifférent? Tu traitais comme les autres? Après, au bout d'un moment, les gens ils ont su que je chantais parce que je chantais tout le temps et surtout dans les bars autour des lycées, autour des collèges. Ah oui. Donc j'avais ce côté-là où dès qu'il y avait un moment où je chantais, j'avais ma guitare, etc. Je pense qu'avec les profs, c'était où ça passait pas. Est-ce que tu as le souvenir d'un prof, une histoire, une anecdote? Ouais. J'ai souvenir d'une prof avec qui on s'entendait tellement, mais c'était assez jeune, hein, c'était la fin du collège. Et à un moment donné, sur un contrôle, j'étais tellement mal parce que je ne savais rien qu'elle a vu et elle m'aimait tellement qu'elle a annulé le contrôle. Mais non. Ouais. Je vais pas le dire. Non, je vais pas le dire parce que si. C'était quelle matière? C'était anglais. Elle a annulé le contrôle parce qu'elle a vu que j'étais mal, vraiment que pour moi. Mais à quel moment? Au moment où... Au début, j'ai commencé à faire le contrôle et à un moment donné, je me suis mis à pleurer tellement j'en avais marre, etc. Je comprenais rien, j'étais nul en anglais. Et elle a décidé d'annuler le contrôle. Et je savais très bien que c'était pas grave pour m'aider. Et elle a dit non, finalement le contrôle on le fera plus tard, la semaine prochaine, etc. Et c'était magnifique, tu vois. C'est quand même beau de voir. Et les autres, ils avaient vu que tu pleurais? Les autres n'ont jamais compris que c'était pour moi, mais moi je savais très bien. C'était trop beau ce genre de truc. Mais comme quoi il y a des vraies relations. Ma mère, elle est prof. Ah, elle est prof de quoi ta maman? Elle est prof éco-compta. Éco-compta dans un lycée pro. Bon, elle est à la retraite maintenant depuis 3 ans. Mais je sais à quel point elle était investie dans le truc et à quel point c'est dur. Mais alors, franchement, de là à se faire retirer un contrôle, je crois que j'ai jamais entendu ça. J'ai pas demandé, hein. Mais c'est l'amour et la tristesse que je lui ai... Quand elle m'a vu, elle s'est dit non, je peux pas, vas-y, c'est rien. C'est trop beau. Et je l'ai recroisée quelques années après. Mais que vous vous connaissiez en dehors? Non, elle m'appréciait... Alors que t'es pas bon en anglais en plus. Très très nul en anglais. Là maintenant, je pense que je suis bilingue, mais ça fait comme quoi les choses, elles peuvent vite changer avec les voyages. On réalise à quel point c'est important. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Vincent Colonna, alias Petite Culotte, pour la suite de Souvenirs d'écolier. À demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Le premier défi, c'est quand même de faire connaître ces métiers, parce que certains sont pratiqués par quelques dizaines de personnes. Alors oui, effectivement, on a des métiers qui vont être très connus. Vous en avez cité, par exemple, l'ébénisterie, qui parlent un petit peu à tout le monde parce qu'on les a au quotidien, la bijouterie, l'horlogerie, voilà, c'est des métiers qu'effectivement on rencontre au quotidien dans notre entourage, dans la rue, au sein de la maison. Et effectivement, il va y avoir des métiers qui sont par contre très spécifiques, détenus parfois par... quelques artisans seulement. Les plumassiers, c'est pas grand monde, les plumassiers. C'est pas grand monde. Alors pour la plumasserie, il y a encore des formations qui existent, des formations scolaires, donc c'est déjà pas mal pour ces métiers assez particuliers. Et par contre, il y a des métiers également qui vont plus avoir de formation, en tout cas de formation scolaire, et qui vont être seulement transmis en atelier par les quelques professionnels qui détiennent encore ces savoir-faire. Et qui ont envie de transmettre, parce qu'il y a une lointaine époque, moi j'ai le souvenir d'un festival de films sur les métiers d'art, ça se passait à Pézenas à la fin des années 90, et puis alors on nous disait, quand même il y en a quelques-uns, ils n'ont pas envie de donner leur truc, quoi. Alors, ça on le rencontre, nous en tout cas, dans notre quotidien, avec l'Institut, de moins en moins. C'est fini. Ouais, les professionnels on voit de se terminer,
comprennent aussi justement l'enjeu de transmettre ces métiers pour qu'ils perdurent, pour qu'ils continuent à vivre, parce qu'il y a il y a des métiers en fait si on les transmet pas, ils vont se perdre, notamment ces métiers qui n'ont plus de formation. Et ça, les professionnels l'ont compris et sont même ravis en général d'accueillir des jeunes. Alors après, par contre, il faut avoir le temps, il faut avoir les moyens au sein de l'atelier d'accueillir un jeune, parce que c'est pas toujours évident selon la charge de travail, selon la structure de l'atelier, selon l'ampleur de l'atelier. Mais en tout cas, la plupart des professionnels en 25 ans. prennent l'intérêt et sont même très contents de participer aux actions que l'on mène pour présenter ces métiers au jeune public. Ouais. Anne-Isabelle, quelles sont les autres caractéristiques de ces porteurs de syndrome? Alors, dans les caractéristiques, il faut vraiment s'imaginer le syndrome de Williams-Seberen comme un accident génétique, comme le disait Dimitri. C'est un peu comme... C'est plus facile pour la compréhension de se l'imaginer comme la trisomie. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment au moment de la conception que ça se fait. Et donc, on est avec, et c'est un accident génétique. Les parents ne sont pas responsables de la transmission génétique. Et on a un diagnostic qui va se faire après, aujourd'hui de plus en plus tôt. Pour Dimitri, dans les 1 an, c'est devenu la moyenne. Mais il y a encore 10-15 ans, c'était 7-8 ans. Mais alors, pardon de vous couper, mais c'est quoi les signaux faibles ou forts déjà à cet âge-là? Parce qu'un an, ça me semble... C'est la cardiopathie. La cardiopathie. Avec une malformation une malformation cardiaque qui est vraiment typique du syndrome de Williams. Une sténose. Sténose aortique. Ouais. Une accélération du flux sanguin et un bruit apparemment pour les médecins très très impressionnant. Possible à diagnostiquer dès la grossesse? Alors ça le devient. Ça le devient, mais c'est extrêmement dur pour les parents parce que ça se fait dans le 8e mois. 7-8e mois. Donc je pense qu'il faut savoir ce qu'on cherche pour le trouver. Il faut savoir, et puis après en tant que parent, il y a une vraie décision à prendre. De continuer ou pas, parce que on offre la possibilité, les médecins offrent la possibilité d'une interruption de grossesse. Mais, à 8 mois. À 8 mois. Donc voilà, après c'est à chaque famille de voir midi à sa porte. Nous, on est vraiment sans jugement, mais on a eu des appels dans l'association de mamans complètement désespérées en train de dire mais moi on me pose la question aujourd'hui, est-ce que je veux ou non continuer l'aventure avec cet enfant? Mais qu'est-ce que ça veut dire le syndrome? Parce que comme vous, qu'est-ce que ça veut dire le syndrome? Qu'est-ce que ça va impliquer dans ma vie? Où est-ce que je vais aller avec cet enfant? Quelle vie aura mon enfant? Quelle vie aura mon enfant? Est-ce que financièrement je suis capable d'accompagner un enfant avec en situation de handicap? L'obsolescence des compétences n'a jamais été aussi rapide. On en parle régulièrement avec vous ici sur ce plateau, Isabelle. Plusieurs études, Chloé, soutiennent que l'intelligence artificielle va chambouler de nombreux domaines. Parmi eux, le marketing, le numérique évidemment et les ventes. Est-ce que vous arrivez à anticiper ces bouleversements dans le domaine qui est le vôtre ? Oui, absolument, et c'est déjà le cas. On le voit. L'objectif pour nous, chez Rocket, c'est vraiment de former un mindset d'apprentissage dans cette dynamique de mouvement perpétuel de ce secteur du numérique. Aujourd'hui, on va former sur un outil. Demain, cet outil n'existera peut-être plus. L'objectif, c'est pas de former spécifiquement à l'outil, c'est de former sur l'apprentissage de la dynamique de l'outil. Donc on est vraiment à fond dans toutes ces nouvelles évolutions et on a hâte parce que c'est exactement notre créneau. Sur le bout des doigts, le thème de ces journées, ça évoque le fait de fabriquer. Est-ce qu'un des obstacles, c'est pas aussi qu'à l'école, on le fait énormément en maternelle, on continue à le faire pas mal en primaire, et puis alors plus ça avance, moins on fait, jusqu'à ne plus faire du tout, et notamment au lycée. Complètement. Effectivement, il n'y a plus de temps de pratique dans le cursus scolaire. Nous, c'est quelque chose que l'on aimerait remettre en place. Alors, à la fois des temps de pratique dans le cursus scolaire, mais également que ces métiers soient présentés aux jeunes comme des possibilités d'orientation, des possibilités de formation. Vous avez un enjeu du côté des conseillers d'orientation psychologue, j'imagine. Oui, tout à fait, exactement. Et c'est vrai qu'on se rend compte que alors, ça a tendance à bouger, je dis pas, ça évolue, le travail paye. Nous, à l'Institut, c'est un travail que l'on mène. Il y a aussi d'autres associations sur le territoire français qui mènent qui ont les mêmes enjeux que nous. Et du coup, c'est vrai qu'à force de travail, ça bouge, les lignes bougent, mais on se rend compte que c'est toujours des métiers qui sont soit pas présentés dans les questions d'orientation, soit s'ils sont présentés, pas forcément valorisés à leur juste valeur. Parfois, ça va être un peu cliché ce que je vais dire, mais c'est un métier manuel, t'es bon à l'école, c'est pas pour toi. Voilà. Alors que
Évidemment, non. Il faut aussi, pour faire un métier manuel, il faut aussi une intelligence, il faut aussi savoir réfléchir, il faut aussi... la main, c'est le cerveau qui la contrôle à la base, quoi. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À la réalisation aujourd'hui, c'est Mani Pézèche, au son, c'est Thibaut Goury-Lafont, Laure Edmond et Emma Rezafendra-Lambeau au maquillage, Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction et Guillaume Ouattara. Aujourd'hui, JT plus chronique. Magnifique. Merci. Donnez-moi votre téléphone, s'il vous plaît. Non. Non, vous l'avez utilisé pendant la pub, j'ai vu. Non, prenez un faux. Faites comme les Chinois. Merci beaucoup à toute l'équipe. Très bonne soirée à tous. Ciao. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.